Nous sommes en guerre. L'idée, c'est de marier la science et la culture. Bonsoir à tous. Bienvenue, cher public, à notre jeu débat. S'interroger sur le sens, je pense que c'est assez essentiel. Je crois que c'est une question importante, effectivement. Comment imaginez-vous le monde de demain ? Mais si on imagine autre chose ? Le monde, par défaut, va pas forcément dans la bonne direction. Il faut accepter de sortir de ce qu'on sait. On va revenir un petit peu sur tout ça. Et tout cela se fera bien sûr avec un souci de rigueur, de scientificité et d'originalité. Bienvenue à la 5e édition du Festival des idées Paris, qui cette année explore les nouvelles normalités. Je suis Raphaël Costambé-Kamzinski, le directeur du festival, et le Festival des idées Paris est porté par l'Alliance Sorbonne-Paris-Cité, une alliance qui regroupe l'Université de Paris, l'Université Sorbonne Paris-Nord, Sciences Po, l'INALCO, l'École nationale supérieure d'architecture Val-de-Seine et l'Institut national d'études démographiques. Chaque année, le festival met en lumière un enjeu sociétal majeur en invitant des chercheuses et chercheurs de l'ensemble des disciplines scientifiques, mais aussi des artistes et des actrices et acteurs de la société civile à se rencontrer, à dialoguer et à échanger avec vous, notre cher public. Notre engagement n'est pas de simplifier le discours scientifique, mais de révéler la complexité des sujets qui nous touchent pour pouvoir les étudier sous tous leurs angles. Cette année, le thème des nouvelles normalités s'est un peu imposé à nous. La crise sanitaire a bouleversé notre quotidien. Mais cette problématique ne se limite pas à la question de la pandémie. La lutte contre le racisme, le féminisme, la migration sont tant de sujets qui tendent à faire émerger de nouvelles normalités. La normalité est en construction permanente. Elle est nécessairement mouvante et plurielle. Ce sont ces questions que nous explorons cette année. Et tout cela se fait avec rigueur, avec scientificité et, comme le démontre le grand débat de ce soir, avec originalité. Donc, bienvenue au Festival des idées Paris 2020 et bienvenue au Grand Débat 2020. Cet événement lance la soirée de clôture de cette 5e édition du Festival des idées Paris. Je suis certain que votre écran d'ordinateur a dû vous manquer ces derniers temps. Sans plus attendre, voici nos 4 chercheurs pour le grand débat. Tout d'abord, bonsoir Guillaume Leblanc. Vous êtes professeur de philosophie à l'Université de Paris et vous travaillez sur les limites complexes qui distinguent précarité, exclusion, vie décente et normalité. La notion même de normalité, pour vous, est-elle précaire ? Ah, on a perdu Guillaume, qu'on n'entend plus, et je crois qu'il ne nous entend plus. Alors, on va essayer de retrouver Guillaume. Ça y est, je suis là, oui, dites-moi. Ah, voilà. Donc, je vous demandais si, pour vous, la notion même de la normalité est une notion précaire. C'est pas forcément une notion très claire, mais c'est en revanche une injonction socialement terrible. Être dans la norme, c'est justement devoir honorer dans son existence des règles sociales, se rendre conforme à ces règles, et même presque par un paradoxe, se rendre malade de devoir les réaliser. C'est pour ça que j'avais évoqué, moi, dans un livre antérieur, j'avais parlé des maladies de l'homme normal, c'est-à-dire, au fond, tout faire pour être normal, c'est ce qui rend justement malade. Bonsoir Guillaume, et vous faites équipe avec l'économiste Dany Lang de l'Université Sorbonne Paris-Nord. Dany, bonsoir. Vous faites partie des économistes atterrés. Je vais oser poser la question, de plus en plus atterrés ? Écoutez, les économistes atterrés se sont créés au moment où on a mené des politiques d'austérité contre-productives dont on savait qu'elles avaient échoué en 2008 et 2009 au plan économique et social.
On a vu que c'est une catastrophe et hélas, le monde a continué et l'Europe a continué dans ce sens-là. Donc oui, je suis de plus en plus atterré. J'ai été atterré au carré à l'occasion de certains traités et on pourrait dire aujourd'hui que vous voyez un atterré au cube. Alors merci Dany de nous avoir rejoints ce soir. Vous êtes un fidèle du Festival des idées Paris. Et dans l'équipe Avec plaisir, adverse, toujours. merci. Et dans l'équipe adverse, nous trouvons une autre fidèle de notre festival, Anne Banet, de l'Université de Paris. Bonsoir Anne. Bonsoir. Dans votre carrière, vous vous êtes consacré à l'étude de pathogènes et plus spécifiquement des virus ARN. Vous dites que c'est la quête de l'impossible qui vous motive. Vous pensez donc qu'il vous est impossible de gagner ce soir? La quête de l'impossible, c'est une quête de santé publique pour moi. Par contre, le jeu et la solidarité entre les participants font que je suis sûre de gagner ce soir, mais que je suis sûre qu'ils gagneront aussi. Tout le monde sera gagnant. C'est sûr. C'est comme chez Jacques Martin, alors. Et Anne, ce soir, vous faites équipe avec le sociologue Serge Guérin, professeur à l'INSEC. Bonsoir Serge. Bonsoir. Vous êtes spécialiste des questions du vieillissement. Si vous devez identifier une caractéristique marquante de l'évolution de la seniorisation aujourd'hui, quelle serait-elle pour vous? Peut-être de dire que l'âge a rajeuni et qu'avoir, je sais pas moi, 80 ans aujourd'hui, c'était avoir 65 ans il y a 40 ans, et qu'avoir 60 ans aujourd'hui, c'est avoir 45 ans il y a une trentaine d'années. On a tous rajeuni. La preuve en est, c'est qu'au même âge, on a devant nous 15 ans ou 20 ans de plus que nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents. Donc de ce point de vue-là, Anne, puisque nous faisons équipe, nous avons déjà gagné. J'en étais sûre. Oui, c'est un joli optimisme. Alors, pour le grand débat, nos équipes de chercheurs doivent se positionner pour ou contre une motion qui soulève un enjeu sociétal majeur. Et cher public, vous avez votre mot à dire, puisque nous allons vous sonder au début et à la fin du débat. Dans le chat auquel vous avez accès, il y a un lien qui vous permet d'accéder à ce sondage. Nous aurons également l'occasion de prendre quelques questions de la salle. Pardon, mon script est un peu 2019 là-dessus. Quelques questions du public en ligne. N'hésitez pas donc à poser vos questions dans le chat également au fil des argumentaires. Notre motion aujourd'hui est la suivante. Une pandémie nuit gravement à la solidarité. Bien entendu, il est toujours difficile de réduire un sujet complexe à une réponse binaire, pour ou contre, oui ou non. Par exemple, eh bien, Joe Biden a-t-il gagné les élections américaines? Aujourd'hui, c'est avant tout un exercice rhétorique que nous vous proposons, une joute oratoire entre deux équipes de chercheurs. Notre but n'est pas de simplifier notre lecture des grands enjeux sociétaux, mais de les révéler dans toute leur complexité pour mieux les appréhender. Et je pense que parfois, les prises de position dans les argumentaires entre le pour et le contre de notre motion vont également en témoigner. D'un côté, Guillaume et Dany prendront position pour la motion et nous expliqueront pourquoi une pandémie nuit à la solidarité. Et de l'autre côté, Anne et Serge s'opposeront à notre motion et défendront le point de vue qu'une pandémie peut au contraire renforcer la solidarité. Donc avant de commencer, nous allons recueillir votre avis, cher public, sur la motion à chaud. Une pandémie nuit gravement à la solidarité. Positionnez-vous pour ou contre cette motion. Nous allons attendre quelques secondes, quelques moments pour récolter vos avis. Et voilà, je sais que mes collègues qui sont à côté de moi, c'est pour ça que je porte un masque pour garantir les gestes barrières, sont en train de faire les calculs. Et donc, j'attends le résultat de ce premier sondage. Pour ou contre la motion,
une pandémie nuit gravement à la solidarité. Alors, on me glisse une petite enveloppe. Pour l'instant, 25% de l'audience est pour la motion et 75% est contre la motion. Donc, 25% se prononcent pour l'idée qu'une pandémie nuit gravement à la solidarité, 75% est contre cette idée. Donc, ça veut dire, Guillaume et Dany, vous avez du chemin devant vous. Est-ce que les arguments de nos chercheurs vous feront changer d'avis? Alors, je suis en train de vérifier les résultats en direct avec vous avant de lancer le premier argumentaire. Est-ce qu'on recompte les voix comme en Californie? C'est exactement ce qui est en train de se passer là. Il y a une plainte qui a été déposée contre le résultat de ce premier sondage. On va le reformuler. Bon. On a autant de votants qu'aux États-Unis. Voilà, on va devoir attendre. Je décrète que ce vote n'a jamais existé. On va devoir attendre 2 semaines pour que le compte puisse se faire manuellement. 75 millions manuellement, c'est quelque chose. C'est bon, c'est validé alors. C'est validé. Donc 25% sont pour la motion, 75% sont contre la motion. C'est validé. Alors, est-ce que les arguments de nos chercheurs et de notre chercheuse vous feront changer d'avis? C'est ce que nous allons découvrir tout de suite en laissant la parole à Guillaume dans un premier temps, qui va prendre position pour la motion de ce soir. Guillaume, vous avez 5 minutes. 5 minutes. Alors déjà, premier mot, je ne prends pas position pour la motion. Je suis philosophe et donc je refuse la division manichéenne entre noir et blanc que nous impose le dispositif crypto-médiatique de la soirée. Et donc je vais plutôt évoquer quelques arguments pour montrer quelle est la position qui est la mienne sur la question de la solidarité. D'abord, la formulation « la pandémie nuit gravement à la solidarité », c'est une formulation inspirée de « l'alcool nuit gravement à la santé »,« le tabac nuit gravement à la santé », c'est-à-dire qu'on est dans une affaire de santé publique, beaucoup plus que de sécurité. Du point de vue de la santé publique, effectivement, la pandémie nuit gravement à la santé publique, ça c'est un fait incontesté. Et je voudrais tout de suite dire, de ce point de vue, quelle est ma position. Si nous réfléchissons un petit peu à ce qu'est une pandémie, nous nous découvrons complètement solidaires dans la pandémie, dans la mesure où nous sommes dans une pandémie liée avec l'ensemble des autres êtres humains qui forment notre monde. Nous sommes liés aussi avec les autres vivants, nous sommes exposés à eux, qui peuvent nous contaminer éventuellement, et nous sommes même liés à des virus qui ne sont pas des formes vivantes en tant que telles, mais que nous pouvons héberger. Donc ce n'est pas la pandémie qui nuit gravement à la solidarité, ça serait plutôt la réponse politique à la pandémie qui peut éventuellement nuire à la solidarité dans la mesure où elle risque de mettre en avant une logique sécuritaire en lieu et place d'une logique solidaire. Je voudrais donc dire 2 mots sur la mise en place de cette logique sécuritaire en lieu et place de la logique solidaire. Je crois que dès le moment où on identifie un virus à une forme, dès qu'on décrète faire la guerre à un virus, dès qu'on adjoint en plus une nationalité au virus, on a parlé au début de virus chinois, de grippe chinoise, etc., on voit qu'on recrée des frontières, qu'on construit un ennemi et qu'on déclare une guerre. Tout ceci emmène vers des dispositions belliqueuses qui ne nous permettent pas de nous reconnaître pleinement solidaires entre humains. En réalité, dans notre exposition au virus,
nous découvrons justement sans frontières, vulnérables, chacun, exposés au risque de la contamination. Et cette fragilité commune est l'occasion justement d'une compréhension forte de la solidarité qui doit régner dans nos sociétés, lesquelles, au fond, doivent mettre en avant alors, et alors seulement, l'argument du soin mutuel, du soin accordé à nos vies, avant celui du profit. Je dirais donc que nos réponses à la pandémie devraient être solidaires en mettant l'accent sur la place centrale du prendre soin dans nos sociétés, et pour cela devraient se détourner des logiques exclusivement sécuritaires qui ont sans doute pour but de remettre plus tard la possibilité du profit néolibéral exacerbé de nos sociétés sur le devant de la scène et de remettre dans la périphérie invisible les métiers de soins, quels qu'ils soient ces métiers de soins, que ce soit les soins médicaux, mais aussi les soins au fond relationnels dont une société a besoin pour exister et pour se développer. Donc, ma conclusion, c'est que la réponse à la lutte contre la pandémie est l'occasion, en somme, d'une révolution dans nos têtes qui consistera à mettre le soin au centre de nos sociétés et le profit à la périphérie plutôt qu'à l'inverse. Merci Guillaume pour cette présentation. Merci pour cette présentation à la fois extrêmement concise, vous avez tenu parfaitement les 5 minutes, mais aussi une présentation extrêmement complète sur cette motion et les complexités évidemment qui se cachent derrière cette motion. Anne, quels arguments pouvez-vous opposer à ceux de Guillaume pour nous convaincre, ou convaincre encore plus notre public qu'il s'agit d'une mauvaise motion? Vous avez 5 minutes. Le jeu ne va pas être très difficile parce que déjà Guillaume n'a pas fait beaucoup d'efforts pour s'opposer à l'équipe adverse. Et justement pour redonner un peu de chance à cette équipe qui a presque perdu, puisqu'ils n'ont que 25% des voix, j'ai décidé de ne pas vous parler du tout ce soir de biologie. D'abord parce qu'on en parle beaucoup en ce moment et qu'en 5 minutes, je n'apporterai rien de plus. D'autres choses ont d'après moi beaucoup plus d'importance ou au moins autant d'importance. En effet, je participe depuis déjà quelques années à ce festival des idées qui permet de revisiter avec humour nos vies de chercheurs. L'humour, presque plus que la science, a conduit ma vie. Pour autant, ce soir, je n'arrive pas vraiment à convoquer le rire franc, moi qui fais pourtant de l'absurde une façon d'éclairer nos pas. Aujourd'hui, mon rire par l'absurde ne serait pas aussi clair. J'aurais bien sûr, pourtant, plaisir à échanger avec vous un sourire face à une situation qui, si elle est unique et préoccupante en termes de santé publique, propose surtout un tournant qui doit être pris à bras-le-corps. Et je dois dire que je ne remercierai jamais assez les organisateurs de ce festival des idées de poser l'unique question d'importance. Est-ce que cette pandémie va enfin nous permettre d'ouvrir les yeux et nous poser les vraies questions? Notre monde s'écroule par la santé, par la violence, par la destruction de notre nature. Pensons-nous vraiment nous en sortir une fois de plus par l'individualisme, l'égocentrisme et la consommation personnelle? Ou allons-nous enfin nous sourire, partager des idées, du faire, des repas, de la vie, quoi? En fait, je ne crois pas qu'il y ait un quelconque débat. Il y a plutôt un état d'urgence. Prenons-nous par la main et sourions-nous. Nous n'avons plus rien d'autre à faire. Je ne peux pas croire une seule seconde que nos collègues avec qui nous débattons aujourd'hui puissent avoir un avis contraire. Peut-être un état de morosité pourrait porter leurs propos. Alors je leur propose le sourire comme premier pas vers l'autre, comme thérapie. Je voudrais aussi proposer de sourire avec nos enfants, ceux qui posent les bonnes questions, et cela tous ensemble à travers le monde. Que faisons-nous de notre monde? Par quoi commencer? Prenons-nous vraiment rapidement par la main? Descendons de nos chairs et sortons du discours pour se mettre à faire.
J'ai tellement plaisir à les suivre, je ne me permettrai pas de marcher devant eux, car je dois bien avouer que j'ai un peu honte de ce que je leur ai livré. Un monde de la peur, un monde malade, qui se construit autour des fake news et des théories complotistes. Je ne sais pas bien ce que j'ai pu faire pour leur livrer un monde si malade, mais force est de constater que ce que j'ai fait, ce que nous avons fait, n'est pas la bonne solution. Alors jeunesse, marche devant, ne parle plus mais fais, et si par hasard, par solidarité avec tes anciens, tu serais d'accord pour qu'on puisse marcher dans tes pas, empreinte dans le sol qui semble bien plus douillette que ce que je vois en général autour de moi, alors merci de m'accepter pour voguer sur votre route, car la mienne est cassée. Enfin, je ne comprends pas quel virus nous a piqué pour que on puisse avoir autant peur de cette fameuse solidarité alors qu'elle est comme un cocon, elle protège, elle donne à faire. Il est temps d'arrêter de parler, de nous prendre par la main. On pourrait m'opposer qu'on ne peut pas tout voir à travers le social sans prendre en compte le commerce. Mais cela est une fausse question car il y a des innovations qui portent mon propos. Des nouveaux métiers, des anciens métiers, des métiers de la terre, de l'échange et du bien pensé. Alors, j'ai bien conscience que mon propos pourrait être pris comme bien candide si j'avais 6 ans et finalement pas toutes mes dents, mais je suis professeur d'université, spécialiste du numérique, travaillant sur les virus ARN depuis plusieurs dizaines d'années, ayant formé plusieurs milliers d'étudiants et enfin ayant traîné mes guêtres autour de toute l'Afrique francophone pensant pouvoir aider. Alors quand à 54 ans et avec un CV pareil, on continue à penser la même chose qu'à 6 ans, je ne peux pas croire qu'il y ait là-dedans un petit quelque chose qui ne soit pas vrai. Les philosophes disent que c'est la peur de la mort qui fait que nous avons peur de la solidarité. Cette phrase, je ne la comprends pas, mais mes collègues vont pouvoir très certainement me l'expliquer. Merci. Merci Anne pour cette très belle présentation. Merci donc à Guillaume et merci encore une fois à Anne pour ces 2 premiers argumentaires. Et c'est le moment donc de vous poser à chacun la même question, bien entendu, pour qu'on puisse respecter évidemment la parité, l'équité des débats. Et la question que je vais vous poser donc pour ponctuer ce débat, un mi-chemin entre son début et sa fin, est la suivante. Notre société n'est-elle pas de plus en plus individualiste et cette pandémie n'accélère-t-elle pas cette marche vers l'individualisme? Je vais peut-être demander dans un premier temps à Anne de répondre et ensuite à Guillaume. En une petite minute. J'aime beaucoup répondre à des questions dont je ne suis absolument pas spécialiste. Et là, c'est bien sûr pas une question de biologie. Mais pour autant, je crois en fait qu'on est tiraillé entre 2 choses. La pandémie permet plus d'individualisme, mais elle permet aussi plus de solidarité. Et pourquoi ce débat est absolument central, c'est qu'on ne sait pas de quel côté on va tomber. La société est prête à continuer à marcher sur ses pas. Pour autant, on voit qu'il y a des choses qui sont tellement terribles qui se passent, d'un point de vue sociétal, de vie commune, que beaucoup d'entre nous sont prêts à faire ce pas, ce petit pas qui ne coûte rien, et qui semble être tellement compliqué pour la société. Donc, en fait, on est vraiment dans un énorme débat où on peut pencher chacun contre ou pour. Et moi, je voudrais juste demander aux gens, qu'est-ce qui vous fera le plus grand bien, comme Pascal? Faites le choix de ce qui vous fait le plus grand bien. Et le plus grand bien, c'est toujours d'être vers l'autre. On ne peut pas croire qu'on s'en sortira seul. C'est pas imaginable. Merci Anne. À votre tour, Guillaume. Oui, moi je pense que l'individualisme a toujours été en fait une fiction. Ça a toujours été une fiction sur l'individu. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est comme fiction? C'est la croyance qu'un individu peut exister par lui-même, être autonome, c'est-à-dire ne pas avoir besoin des autres. Or, en réalité, nous avons tous besoin les uns des autres depuis notre plus jeune âge, depuis que nous commençons à exister. Nous existons grâce aux gestes de soins qui prennent soin de nous en tant que nourrissons, puis plus tard, toute notre vie, nous la passons à être en ce sens-là dépendants de liens
nous existons grâce à nos liens, nous existons liés. Et quand nous nous croyons déliés, comme c'est le cas de l'individu individualiste, c'est justement en oubliant tous les liens qui nous font et qui peuvent d'ailleurs aussi nous défaire si ce sont des liens de violence dans lesquels nous sommes pris. Ce que révèle la crise actuelle, c'est que précisément, nous ne pouvons pas exister seuls. Précisément, nous ne pouvons rester chez nous que parce que d'autres prennent le risque de sortir, que parce que des éboueurs continuent à à prendre les poubelles, que parce que des magasins restent ouverts, que parce que des personnes vont dehors. Nous ne sommes dedans que parce que d'autres sont dehors. Et il y a donc une codépendance qui fait et qui fabrique justement la solidarité. La solidarité n'est pas un idéal qui est devant nous, c'est le fait des vies dépendantes qui comprennent qu'elles sont dépendantes les unes des autres. Merci Guillaume. Alors, votre réponse témoigne de cette zone grise que vous avez évoquée lors de votre présentation. Et alors, quand vous voyez mes yeux baisser, c'est parce que je suis en train de suivre les échanges des internautes sur un deuxième écran. Et je pense qu'il serait intéressant de vous poser une deuxième question, puisqu'il y a une question qui fait suite à cette première, et je pense qu'elle mérite d'être posée à vous deux. Donc je commencerai cette fois-ci par Guillaume pour terminer avec Anne. Encore une fois, 1 minute chacun. Et la question est la suivante. Doit-on toujours opposer solidarité et le chacun pour soi, la solidarité et l'égoïsme, la solidarité et l'individualisme? Faut-il toujours les opposer, Guillaume? Je pense que oui, en un sens, opposer solidarité et égoïsme, ça me semble être une opposition structurante. En revanche, je n'opposerai pas l'individu et la solidarité. Je n'opposerai pas la solitude de l'individu avec la solidarité. Quand Camus disait, lorsqu'il a reçu le prix Nobel de littérature, solitaire et solidaire, je crois qu'il tenait là une idée très intéressante, qui est que, effectivement, il y a à exister d'une manière solitaire par rapport à ses angoisses, à ce qu'on a envie de faire, de réaliser dans sa vie. Mais cette solitude-là, justement, elle est rendue possible parce que elle se développe sur un fond invisible, un filet silencieux et protecteur de solidarité. Et c'est précisément la condition, finalement, le luxe d'être un individu, c'est ce qui est rendu possible par la solidarité. Anne? Bon, je vais peut-être prendre un point de vue biologique plutôt que d'essayer de me fourvoyer dans des pensées sociologiques. En fait, toutes les populations sont faites d'individus, ou en tous les cas, même les populations d'unicellulaires, c'est une cellule. Il y a bien un bord, donc c'est bien une unité. On peut pas, ou un individu, mais c'est une chose. On voit à peu près ses frontières avec le reste. Pour autant, elle vit toujours en population avec, que ce soit les virus ou les bactéries ou même les arbres. Ils vivent toujours en population avec le reste du groupe. Et en ça, je suis complètement d'accord avec Guillaume qui dit qu'on ne peut pas vivre autrement qu'en groupe. C'est-à-dire que même la nature s'est développée comme ça. Donc c'est un non-sens d'aller contre la solidarité, ça. C'est même pas un débat. Enfin, c'est ce que j'ai essayé de dire dans mon texte au départ. Maintenant que ça fasse peur et qu'on ait été forgé à vivre comme un individu et à oublier de voir qu'on faisait partie d'un groupe, ça fait plus partie d'un débat de société, mais absolument pas. La nature ne nous a pas fait comme ça. Voilà. Beaucoup, Anne, merci beaucoup. Guillaume, nous allons passer à la deuxième série d'interventions. Dany, je vous vois en train de prendre note de façon très sérieusement. Donc c'est à votre tour mais moi, de vous exposer. Je fais toujours les choses de manière... Alors vous vous exposez pour notre motion de ce soir. Oui, même si je suis extrêmement partagé à propos de cette motion, je vais vous expliquer pourquoi. D'ailleurs, dans toutes les interventions précédentes, on a vu qu'il effleurait le fait que l'individu soit mis en avant, et donc l'homo economicus de la théorie économique dominante. Alors soyons clairs, moi je pense que cette pandémie aurait dû être l'occasion de tout remettre à plat et de remettre en cause le néolibéralisme ambiant qui nous a menés dans cette situation ubuesque où on a d'un côté des économies qui sont riches comme jamais et de l'autre côté une pauvreté
et une misère hallucinante, une remise en cause de nos équilibres écologiques, des zoonoses dont le Covid n'est que la première. Donc, le néolibéralisme nous a transformés littéralement en économie du tiers-monde. Et je ne dis pas en économie en développement, en économie du tiers-monde. Et on est très loin, finalement, des perspectives qui avaient été tracées par mon économiste préféré, John Maynard Keynes. J'invite les spectateurs à aller voir les perspectives économiques pour nos petits-enfants. En gros, Keynes disait, on a un problème économique, on le résout, et après, on va s'occuper des choses importantes, les amis, la culture, la famille, les bons vins, faire la fête et les œuvres d'art. Donc, je ne suis pas optimiste. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que déjà à la fin de la première vague, ce qui a prévalu, c'est le retour au business as usual, comme on dit en bon français, c'est-à-dire le retour aux affaires telles qu'elles se présentaient avant. On a bien vu que tout allait redémarrer et que la perspective des gouvernements aujourd'hui au pouvoir, c'est bien celle-là. Certes, il y a 100 milliards dans un plan de relance, mais il ne faut pas oublier que ces 100 milliards de plans de relance qui pourraient relever de la solidarité sont en grande partie des prêts garantis par l'État. Donc que les entreprises qui sont déjà en grande difficulté devront rembourser, ce qui va être particulièrement problématique pour les plus petites d'entre elles. On voit bien que Bercy, de manière presque surréaliste et complètement surréaliste pour moi, qui suis économiste hétérodoxe, prépare déjà des plans d'austérité qui vont succéder à ces 100 milliards de relance pour serrer la ceinture, une fois de plus, à un moment où on aurait besoin de tout le contraire. Certes, lors de cette pandémie, on a eu une aide qui a été décrétée, on a eu le chômage partiel, mais il ne faut pas oublier que beaucoup de personnes n'en ont pas vu la couleur. Et puis surtout, n'oublions pas que nous avons aujourd'hui dans notre pays 4 millions de chômeurs. On pourrait passer 4 millions de chômeurs de catégorie A, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas travaillé lors du mois précédent. Si on inclut les chômeurs de catégorie B et C, ceux qui ont travaillé moins de 78 heures ou plus de 78 heures, mais qui continuent de chercher du travail, on est à 8 millions. Sans compter les chômeurs découragés, sans compter, etc. Et la pauvreté. La pauvreté. Je parlais tout à l'heure de pauvreté dans l'abondance. Eh bien, rappelez-vous, le Secours catholique vient de sortir un rapport le 12 novembre où il souligne le fait qu'il y a 8 millions de personnes pauvres dans notre pays, c'est-à-dire 12% de la population. Et là, on pourrait s'attendre à ce il y ait un sursaut, il y ait une réaction. On voit bien qu'on nous prépare les plans d'austérité de demain, et non seulement on nous prépare les plans d'austérité de demain, mais on nous prépare aussi l'impossibilité de contester ces plans à travers des lois de sécurité qui rendront le fait de manifester et le fait de s'exprimer extrêmement difficile. Et je pense en particulier à cette loi sur la sécurité globale, digne des pires régimes totalitaires, qui est en train d'être adoptée par ce gouvernement, et donc qui sera interdit de filmer un policier en train de tabasser un manifestant sous peine d'une année de prison et de 45 000 euros d'amende. Donc oui, je pense que la pandémie devrait être l'occasion de réaffirmer des solidarités, de rompre avec l'individualisme cher à la théorie néoclassique et au courant dominant en économie. Mais ce courant dominant est très dominant et les personnes au pouvoir sont très proches de ce courant dominant et des intérêts constitués qu'il représente. Merci Dany, merci aussi d'avoir tenu encore une fois exactement les 5 minutes, et on sent dans votre voix la passion qui vous anime quand vous abordez l'ensemble de ces sujets. Merci pour ces arguments. Il nous reste donc Serge qui va nous offrir une réponse aux arguments peut-être que Dany vous avait exposés à l'instant. Donc, Serge, à vous de vous positionner contre notre motion de ce soir. La pandémie nuit gravement à la solidarité. Vous avez 5 minutes. Merci. Alors, je dois d'abord dire que Camus un jour avait dit que s'il y avait eu le parti du doute, il aurait adhéré. Et voilà, c'est un peu pareil. Je suis assez adhérent du parti du doute, donc je suis pas très sûr de tout ce que je vais raconter. Voilà. Deuxième élément, je connais aussi Guillaume au tout début a parlé de
n'est pas noir et ainsi de suite. Je me situe aussi là-dedans. Je pense à Primo Levi qui disait qu'entre le noir et le blanc, il y avait plein de nuances de gris. Et donc, dans quelle nuance de gris nous sommes? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, peut-être dire que le premier avantage de cette crise, c'est même pas une crise, c'est une catastrophe, de cette catastrophe de la Covid, c'est un certain retour de la modestie. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui ont découvert que les technologies ne suffisaient pas pour se protéger. Il y a plein de gens qui ont découvert que la puissance était un peu fragile. Puis il y a plein de gens, vous savez, tous ces gens qui parlaient de le transhumanisme, on allait vivre 1000 ans et tout ça, quelle tête ils font? Un tout petit truc de machin nous met sur le flanc, alors que l'idée c'était on va pouvoir en s'augmentant comme ça pouvoir vivre 1000 ans. À propos d'hommes augmentés, moi je m'étais intéressé à savoir si ça pouvait m'augmenter les cheveux et tout ça, s'il y avait des choses à augmenter comme ça. Et tout ça montre quand même, oui, nous sommes deux. Voilà. Cette notion déjà de premier élément, je trouve, c'est la modestie. On a retrouvé un peu de modestie. Plein de gens se sont dit, zut, pour ne pas dire autre chose, en fait, on ne peut pas gagner pour tout, quoi. Voilà. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est quand même cette notion de conscience du soin. C'est-à-dire de se dire que, mais finalement, ce dont on a besoin, c'est par exemple un système hospitalier qui marche. Pas un système hospitalier qui répond à telle ou telle norme comptable, mais un système hospitalier où il y a des soignants. C'est intéressant. Parce que sinon, dans le système hospitalier, souvent, il n'y a pas que des soignants, il y a des gestionnaires. Et c'est intéressant de se dire peut-être que la priorité, c'est quand même les soignants au sens large. Parce que quelqu'un qui apporte de bonne nourriture dans une cantine où il y a des malades et où il y a des soignants participe du soin, par exemple. Et puis, c'est pas que l'hôpital, hein, c'est par exemple les établissements qui accueillent ce qu'on appelle les établissements médico-sociaux, qui accueillent par exemple des gens abîmés, malades, vieillissants et autres. Donc, deuxième élément quand même, c'est cette redécouverte pour beaucoup que le soin, quand même, c'est un peu au cœur de l'histoire. La troisième chose, c'est peut-être la conscience de l'autre. Finalement, l'autre peut être une menace. Attention, il peut me filer le Covid, mais en même temps, j'en ai besoin. Et cette notion, on a entendu de prenez soin de vous, prenez soin des autres. C'est finalement la notion même du clair. Et c'était, Lévinas disait, la non-indifférence du prochain. Finalement, c'est ça. Ce Covid nous oblige à ne pas être indifférent au prochain, à la fois pour l'aider, mais aussi peut-être pour y faire attention, et ainsi de suite. Donc là aussi, je trouve qu'il y a quelque chose quand même de très très fort et qui va vers cette solidarité. L'autre élément, peut-être, c'est de se dire que autour de ces soins, c'est la notion de soins relationnels. Je m'intéresse beaucoup aux médecines complémentaires et alternatives. On voit bien que l'attention à l'autre, la méditation, des éléments comme ça, contribuent très directement à soigner et à se soigner soi-même. L'autre élément, peut-être, c'est de dire que toute une idéologie qu'il y avait derrière, faut aller vite, le mouvement, la vitesse, le déplacement. Qu'est-ce qu'on nous dit? Pour se sauvegarder, ne bougez pas. On a un mouvement politique qui s'appelle En Marche, je crois. Et en fait, ce que nous dit En Marche, c'est surtout ne bougez pas. C'est intéressant quand même comme réintroduction ou contestation d'une première idéologie. J'aime bien cette notion de peut-être en allant lentement, on va plus loin. C'est quand même pas mal. Et puis, c'est aussi, on a retrouvé aussi la notion de proximité. Finalement, voyager au bout du monde, mais voyage simplement à 50 mètres de chez toi. Découvre ce qu'il y a autour. Découvre aussi les commerces qu'il y a autour, découvre aussi les gens qui font telle ou telle chose. Donc là aussi, on a redécouvert aussi quelque chose qui, je crois, est extrêmement fort. Et puis la dernière chose, c'est que ça a été la conscience de nos fragilités. Et en fin de compte, si je suis solidaire, c'est parce que j'ai intérêt. C'est parce que je me sens fragile. Quand je suis premier de cordée, je me fiche des derniers de cordée, je ne suis pas solidaire puisque je me sens très fort. Et je suis finalement, quand je me sens moins fort, ou quand je me dis que peut-être demain, je serai moins fort, que j'ai tout intérêt à être peut-être plus solidaire. Et de ce point de vue-là, je serais en désaccord avec ce qu'a dit Guillaume tout à l'heure. Je crois que l'égoïsme peut être une forme de solidarité. C'est ce que j'appelle l'égoïsme solidaire, d'ailleurs. C'est-à-dire que j'ai intérêt, alors moi je travaille beaucoup sur le vieillissement, j'ai intérêt à être attentif aux vieux parce que je vous le donne en mille, demain je serai vieux. Donc j'ai intérêt à y faire attention parce que finalement je fais attention à moi demain et puis entre-temps je fais attention à mes proches, à des parents, à des grands-parents. Donc je trouve que cette notion de conscience de la fragilité nous donne aussi, nous fait comprendre aussi justement cette interdépendance qui est la règle première de la sociologie. C'est se dire finalement je suis avec les autres et j'ai besoin des autres. Et je terminerai en disant que peut-être que, vous savez, c'est Kropotkin qui parlait de l'entraide. Et dans ce bouquin, il disait qu'il y avait du plaisir à l'entraide. Ou Mauss, qui avait parlé du don. Donner, recevoir, rendre. Ça me fait du bien de donner. Ça me fait du bien sans doute de faire du bien. Ça me fait du bien sans doute d'être solidaire. Et peut-être que la meilleure protection face au Covid,
c'est justement d'être solidaire parce que ça me fait du bien d'être solidaire. Là aussi, il y a une forme d'égoïsme d'ailleurs. Donc, la solidarité, c'est bon pour la santé et sans doute, c'est comme le chocolat, c'est sans doute une très bonne protection contre justement tous les virus. Et le premier des virus, c'est celui de la haine de l'autre. Bravo, merci. Merci Serge. Alors évidemment, je suis impartial, donc je n'irai pas jusqu'à dire bravo. Je dirais bravo d'avoir tenu 5 minutes, comme chacun d'entre vous a su le faire. Vous avez donc respecté la règle du jeu. La notion de care, la notion de soin envers l'autre, cette notion de care, effectivement, de soigner l'autre, est un sujet qui est revenu à plusieurs reprises sur les 2 jours du festival et s'avère donc effectivement être un sujet important qui fait surface ou qui, en tout cas, est surligné par les conditions sanitaires que nous sommes en train de traverser. Nous avons entendu les 4 argumentaires. Nous allons donc maintenant à nouveau prendre 2 questions du public que je vais poser à Dany et à Serge. Pendant ce temps-là, je vous rappelle maintenant, le public, vous avez entendu les 4 argumentaires, vous allez encore entendre quelques éléments de la part de Serge et de Dany, mais vous avez à nouveau l'occasion de répondre à notre sondage et de vous positionner pour ou contre la motion de ce soir. La pandémie nuit gravement à la solidarité, pour voir si les arguments ont pu bouger l'opinion publique. Mais en attendant que notre public se positionne, je vous pose une première question. Alors, je vais commencer par Serge et je vais finir par Dany. Pourquoi? Parce que cette question évoque un élément que vous avez cité, Serge, dans votre argumentaire. Quelle solidarité pour celles et ceux laissés pour compte par le confinement, les petits commerçants, les personnes du spectacle, les personnes travaillant dans le secteur des loisirs. Pour ces personnes-là, le réveil sera nécessairement dur, n'est-ce pas? Alors, d'abord, les situations ne sont pas les mêmes. On peut dire ce qu'on voudra de notre système, mais par exemple, les intermittents du spectacle sont dans une situation plutôt de protection aujourd'hui. Par rapport à un commerçant qui a monté son petit commerce, ou qui se retrouve souvent avec ses dettes, souvent avec ses engagements, la situation n'est pas tout à fait la même. Ça, c'est la première chose. Ensuite, ça serait en effet cette question de quelle solidarité vis-à-vis de celles et ceux qui ont le moins de protection, pour des raisons diverses, et d'abord de statut. Et donc, c'est comment on fait. Est-ce que la première des solidarités, c'est pas aussi une solidarité individuelle, pas égoïste, mais individuelle. Tout à l'heure, il y a eu ce débat qui, en effet, ne s'oppose pas. Je peux avoir une démarche individuelle avec Orwell parlait de décence commune, par exemple, de morale personnelle, qui est de se dire, mais tiens, si j'allais un peu plus chez mon commerçant tout à côté, plutôt qu'un peu plus loin, où peut-être c'est un peu moins cher. Donc c'est aussi quelque chose de très personnel. Et à un moment donné, je trouve que c'est important aussi de pas tout demander de là-haut, mais aussi de faire des choses soi-même. Et ensuite, en faisant des choses soi-même, finalement, on pense aussi à réfléchir. On pense aussi de la manière dont on se comporte. Et donc, je vais comme ça, je décide d'aller un peu plus tout près, un peu plus loin, ainsi de suite. Je pense qu'il y a quelque chose à réfléchir à tout extrêmement individuel. Et en se disant ensuite, évidemment, aussi, comment on fait que collectivement, il y ait quelque chose qui se passe. Mais j'essaierai de ne pas opposer le collectif et l'individuel, de se dire que je suis un élément de ce collectif. Tout à l'heure, Guillaume, avec raison, parlait de ce formidable discours de Camus quand on lui a remis son prix Nobel. Je voudrais juste rappeler cette formule quand même magnifique. Il disait, à un moment donné, chaque génération a cru pouvoir inventer le monde. Notre responsabilité, c'est d'éviter que le monde ne se défasse. Notre responsabilité individuelle, c'est aussi de réfléchir comment on évite que ce monde se dépasse. Et que, par exemple, le commerçant qui a tout à côté, que l'artiste qui a du mal, moi aussi, à titre personnel et individuel, je m'implique. Ce qui ne m'interdit pas, évidemment, d'avoir aussi une réflexion beaucoup plus collective. Mais j'essaierai de ne pas opposer le collectif et l'individuel. Merci beaucoup, Dany. À vous de répondre à cette question.
J'avoue m'être perdu dans les arcanes de la pensée, d'avoir écouté très attentivement. Donc, est-ce que vous pourriez rappeler la question de départ? Quelle solidarité pour celles et ceux laissés pour compte par le confinement, pendant le confinement, des petits commerçants, des personnes travaillant dans les milieux du spectacle et des loisirs. Oui. Oui, et j'ajouterais d'ailleurs dans les laissés pour compte du confinement, les futurs chômeurs et les pauvres qui ne cessent d'exploser. Moi, je pense c'est le moment ou jamais. Je partage ce qui a été dit par mon adversaire il y a 2 minutes. Je partage entièrement. C'est pour ça d'ailleurs je m'étais perdu un peu dans ce qu'il racontait, parce que je suis pleinement d'accord. Maintenant, ça suppose aussi que l'État et les collectivités locales mettent les moyens, ces activités, ces petits commerçants, ces personnes qui sont dans le monde du spectacle vivant, finalement, c'est le sel de l'existence, d'accord? Pour exister, on n'a pas besoin des grandes multinationales. On n'a pas besoin des GAFAM, par contre, on a besoin de ces gens-là. Et donc, il faut absolument que la solidarité nationale joue. Et pour qu'elle joue, ça doit se traduire en termes financiers. Je suis désolé, en tant qu'économiste, ça implique des transferts vers ces personnes, des soutiens, de l'aide. Et cette aide, évidemment, ça passe par une attitude individuelle, mais ça doit aussi passer par un soutien collectif, par des prestations sociales, par de la redistribution, par du soutien. Sans spectacle vivant, sans toutes ces activités, on quitte le domaine de l'humanité. Merci beaucoup, Dany. Merci aussi à Serge d'avoir répondu à cette question. Je ne voulais pas vous interrompre dans vos réponses, donc je vous ai laissé un peu plus de temps pour y répondre. Ce qui fait que l'heure tourne, nous n'allons pas pouvoir poser une deuxième question. Je vais prendre cette occasion pour poser à nouveau la question à notre public qui sont en train de à nouveau prendre position sur notre motion pour ou contre cette idée que la solidarité nuit gravement, la pandémie nuit gravement à la solidarité, et non la solidarité qui nuit gravement à la pandémie, mais peut-être que dans ce sens-là, ça fonctionne également. Alors j'espère que les échanges et prises de position vous auront éclairé, vous, notre cher public. Si vous n'avez pas encore pris l'occasion de voter, c'est le moment de le faire. Et nous allons voir, je me retourne vers nos collègues qui sont en train de faire des calculs très savants, transformer tout cela en pourcentage. L'enveloppe arrive tout doucement. Merci beaucoup. Et donc, effectivement, l'opinion publique a bougé. Je rappelle que le point de départ, il y a 45 minutes, 25% de l'opinion publique était pour la motion, oui, la pandémie nuit gravement à la solidarité, et 75% de l'opinion publique était contre. Non, la pandémie ne nuit pas à la solidarité. Le résultat, 45 minutes plus tard, donne pour la motion 21% et contre la motion 79%. Donc 79% de l'opinion publique, on peut le dire aujourd'hui, pense que la pandémie a renforcé la solidarité. Donc bravo Anne, bravo Serge, mais je sais que vous avez navigué cette zone grise, Guillaume et Dany. Merci vivement d'avoir participé à ce grand débat de 2020. Je vous remercie à nouveau, Guillaume, Dany, Anne et Serge. Et merci, notre cher public, d'avoir suivi notre grand débat. Je vous rappelle qu'à 19h, nous serons en compagnie de Fanny Parise pour la conférence de clôture du Festival des idées 2020. Je vous dis donc à tout de suite.